Aujourd'hui, dans les clés du mystère, la voyance, testée par le laboratoire de parapsychologie de Toulouse avec Yves Lignon et avec Yolande de Châtelet, donc la voyante du sud de la France. Hein, autant le dire tout de suite, avec une deuxième expérience, Yves. Oui, pas une expérience justement cette fois-ci, un phénomène de voyance spontanée, donc qui se produit d'un seul coup, sans que rien soit préparé. Et c'est, on va le dire, le plus bel exploit parapsychologique de Madame de Châtelet, mais c'est aussi un cas unique dans l'histoire de la voyance. C'est tout à fait exceptionnel. C'est une des grandes voyances du siècle. D'accord. Et donc, ça se passe dans les circonstances suivantes. Madame de Châtelet a pour consigne, si j'ose dire, de me téléphoner quand elle a l'impression de vivre une voyance. Elle l'a fait encore récemment pour une très jolie petite chose, alors qu'elle était au restaurant avec sa fille et son gendre. Mais celle-là, je vous la raconterai pas. C'est entre Yolande et moi. C'est une jolie petite voyance. Bon, ceci dit, les phénomènes de voyance, comme chez tout d'ailleurs sujet psy, comme chez tout médium, interfèrent avec la vie quotidienne, avec les préoccupations. Et donc, quelquefois, elle pense faire de la voyance, alors que ce n'en est pas. C'est simplement ses soucis, ses préoccupations qui reviennent et qui, dans la tête, se mélangent, etc. Mais quand c'est de la voyance, à force de la connaître, moi, je le sens dès les premiers mots. Je sens une vibration. Et donc, nous étions, c'est au mois de novembre 1985, un dimanche à 20h40. Je vous assure que je m'en souviendrai toute ma vie. Or, le dimanche à 20h40, à cette époque-là, dans la famille Lignon... On regardait le film du Non, dimanche on soir. ne regardait pas le film, justement. On était en train de prendre des dispositions pour que les 3 enfants, qui étaient jeunes, n'aient pas envie de regarder le film. Justement, oui. Voilà. Okay. Et donc, 20h40, et les enfants qui sont à table, qui sont en train de traîner, qui ont fait exprès de ralentir sur le dessert. Comme chaque dimanche. Le téléphone sonne. Et j'entends la voix de Yolande. Et là, je vous dis, cette vibration, il n'y a rien de paranormal de ma part, mais c'est je connais ces intonations maintenant. Des intonations telles que je fais signe à mon épouse, il me fallait un témoin tout de suite. Donc je fais signe à mon épouse de prendre l'écouteur. Il y avait encore des téléphones à écouteurs. Aujourd'hui, j'aurais mis le son. Et donc, au téléphone, j'entends Yolande qui me dit, écoutez, ça vient de se produire brusquement. Ça me traverse la tête, mais je vous téléphone de suite parce que je ne peux pas attendre. J'ai le cerveau rempli d'images, d'énormes explosions lumineuses. Sur ces images, il y en a d'autres qui se surimpressionnent, sont des cortèges funèbres, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et sur les cortèges funèbres, il y a encore une image, une petite fille. Elle fait une pause, mais à peine une pause, comme quelqu'un qui reprend son souffle ou qui a dans la tête une image si forte, si émouvante, qu'il ne va pas arriver à la sortie. Elle me dit, cette petite fille se noie dans la boue et j'ai l'impression que le monde entier la regarde. Donc nous étions le dimanche. Sitôt qu'on a eu expédié les gosses au lit, avec mon épouse, j'ai transcrit sur le papier soigneusement. Je demandais à mon épouse, c'est bien ça que Yolande nous a dit, etc. Et nous avons attendu. Le mercredi, il y a eu une explosion volcanique en Colombie. 3 jours après. 3 jours après. Les morts ont été innombrables. Et une petite fille qui se nommait Oméra s'est noyée dans la boue, sous les yeux des sauveteurs. Et des caméras qui ne pouvaient pas la tirer de cette gangue dans laquelle elle s'enfonçait, et des caméras, et le sujet a été diffusé dans le monde entier. C'était le mercredi. Effectivement, le monde entier voyait. Voilà. Et le dimanche précédent, Yolande m'avait dit, une petite fille en train de se noyer dans la boue, et j'ai l'impression que le monde entier la regarde. Alors, vous savez, Emmanuel, il y a des gens, des espèces de sceptiques diplômés, qui disent « il me suffirait d'un seul cas pour que je pense que la parapsychologie, ça existe. » Ce serait celui-là. Mais s'il se donnait la peine d'enquêter un peu, le cas, il le trouverait. Parce que là, c'est aussi simple qu'incontestable. Le dimanche, le coup de téléphone.
le mercredi, le reportage télévisé. Belle histoire, hein, enfin très émouvante aussi, hein, celle de Yolande de Châtelet. Autre grande voyante dans un instant, Maud Christen. Sud Radio, les clés du mystère. Autre histoire de voyante dans les clés du mystère. Alors une voyante très connue. Alors là vraiment, on a vraiment la voyante des stars, si c'est pas la star des voyantes, non, Maud Christen. Oui, on peut utiliser cette expression un peu éculée. Bon, Maud Christen est très connue parce que elle passe souvent à la télé, elle accepte de prendre des risques parce que ce que ne sait pas le public de la télévision en France, mais ce n'est pas la faute du public, c'est la faute de la télévision, c'est que Maud Christen a participé à des expériences à l'étranger dans des laboratoires de parapsychologie autrement mieux équipés que celui de Toulouse. C'est ainsi que, au laboratoire de parapsychologie de l'université d'Édimbourg, Maud Christen a participé à une expérience dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est-à-dire sous hypnose Alors, pire que ça. Vous êtes, et elle était, placée dans une pièce en lumière rouge. La lumière des photographes. Oui, voilà. Qui plus est, on vous place sur les yeux 2 balles de ping-pong. Ah bon ? Pour que le rouge soit un peu filtré à travers le plastique. On vous met sur les oreilles un casque dans lequel défile ce qu'on appelle un bruit blanc. Les techniciens reconnaissent. Etc. Ah bah, donc vous êtes bien. Ah ouais. Mais remarquez comment Christen avait accepté. D'accord. Et il faut toujours insister sur ce point, là aussi. Les vrais voyants, quand ils sont face à un scientifique, ils acceptent tout. Évidemment, ils n'ont rien à perdre. Mais ils n'ont rien à perdre, ils sont sûrs d'eux. Évidemment. Ils savent bien que leur don est une réalité. Donc Maud Christen était dans cette charmante situation. Et à côté, dans une salle du laboratoire, défilaient des diapositives. Et puis, de temps en temps, l'expérimentateur choisissait une diapositive qui traînait un peu plus sur l'écran. Et il fallait que Maud Christen dise laquelle. Alors ces diapositives, ça peut être des photos de la Tour Eiffel, ça peut être des extraits de films. Et à un moment donné, il y a eu un extrait de film genre Jurassic Park. Oui. Mais la pauvre Maud Christen, avec ses balles sur les yeux, avec ses écouteurs sur les oreilles, s'est littéralement trouvée projetée dans Jurassic Park. Ah oui. Et comme elle me l'a raconté par après, c'est plutôt traumatisant. Évidemment. C'est plutôt traumatisant. Et par la suite, ça la poursuivait même un peu. Mais elle a vu, mais plus que vu, si vous voulez. Elle a comme vécu, quoi. Elle a vécu, et c'est ça la voyance. Derrière le mur, il y avait un gars qui regardait un petit passage d'un film de dinosaures. Et de l'autre côté du mur, il y avait Maud Christen qui se retrouvait dans le film de dinosaures. Eh ben, elle n'a pas tellement apprécié. Ça l'a pas empêché de continuer à faire des expériences. Elle est allée en faire aussi bien aux États-Unis qu'en Suisse. Elle a participé à une grande expérience de vision à distance pour une émission qui a été diffusée sur Arte. Ouais. Tout ça, c'est Maud Christen. Et j'ai eu le privilège de faire quelques petites expériences avec elle. Des petites, hein, parce que nous, on n'a pas les moyens d'Édimbourg. Oui. Alors, d'abord, il y a eu une expérience qui avait été imaginée par un des membres de mon équipe, et là aussi, qui est très significative. C'est que quand j'ai proposé l'expérience à Maud Christen, nous nous connaissions à peine. Et elle m'a dit, cette expérience, je ne la sens pas. Mais je vais la faire quand même. Ah, je ne la sens pas, c'est-à-dire je ne la comprends pas, j'ai pas envie d'adhérer. Non, ça va pas marcher. Ah, ça la faire quand même. Et donc, c'est tout à son honneur, parce que nous nous connaissions à peine, et elle prenait le risque de m'entendre crier, quand ça n'aurait pas marché, ça y est, j'ai démasqué une fausse voyante. Oui. Donc ça aussi, c'est tout à fait positif. Et à son honneur, oui. Alors, du coup, quand même, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tiens, je vais demander à Madame de Châtelet de participer aussi, une espèce de solidarité entre voyantes. Et cette expérience, ça consistait à partir d'une carte qui m'avait été fournie par un archéologue et sur lequel un certain nombre de points étaient repérés, d'indiquer les points présentant un intérêt archéologique. C'est-à-dire que l'archéologue avait marqué les points là où il allait fouiller, puis il avait ajouté quelques points au hasard.
Et donc, il fallait dire les points de l'archéologue. Alors, il y avait un certain nombre de points, donc on pouvait faire un classement. On avait imaginé ça comme une compétition entre voilà. Alors, comme toujours, dans ces cas-là, on a besoin d'autres victimes, donc on attrape des étudiants, vous savez, qui passent dans le couloir, on leur montre la carte, etc. Et on fait un classement. Alors ça a été magnifique. Annie, dont je parlais tout à l'heure, a bien voulu y participer aussi. D'accord. Et quand on a fait le classement, les 3 voyantes étaient les 3 dernières. Ah oui. Or, mon Christin avait dit carrément, ça c'est pas un truc pour moi. Oui. Madame de Châtelet m'avait dit, puisqu'il faut vous faire plaisir. Quant à Annie, elle m'avait demandé, mais quel rapport avec les autres expériences? Donc c'était bien d'accord, toutes les 3, elles sentaient que la voyance ne s'exprimerait pas dans le cadre de cette expérience. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon, Madame de Châtelet et Annie, me connaissant, ne prenaient pas de risques. Oui, bien sûr. Mais Maud Christin, elle me connaissait pas. Et elle a quand même dit, je fonce. Comme elle dit toujours, je fonce dès qu'on lui parle de science. Tout comme Yolande de Châtelet aussi, d'ailleurs. Et vous nous avez reparlé justement de ces expériences à faire à Maud Christen, et vous allez nous raconter ça dans un instant. Autre expérience avec Maud Christen, Yves Lignon. On parle de voyance, évidemment, cet après-midi. Alors, on peut parler de 2 autres expériences avec Maud Christen. Une que j'ai montée moi-même, et puis l'autre, ce qui est peut-être un de ses succès les plus importants. Alors, Maud Christen réussit très bien la voyance sur photo, mais pas comme les charlatans. Vous savez, vous présentez aux charlatans une photo d'une personne âgée, une femme, il voit la photo, il dit « Ouh, ce ne serait pas votre mère, ça !» Bon, etc. Non, Maud Christen réussit très bien la voyance sur photo, mais quand les photos sont sous enveloppe. Toute la différence est là. C'est-à-dire quand les C'est-à-dire qu'elle voit, elle n'a pas la photo sous les yeux. D'accord. Elle sait simplement qu'il y a une photo dans l'enveloppe. Ah, bah, ça, alors, j'avais montré avec elle une expérience dont on doit dire qu'elle était peut-être un peu trop sophistiquée, puisque toutes les photos me concernaient. D'accord. Mais concernaient des moments importants de ma vie. Et puis après, il y avait une liste de ces moments. Et donc, elle devait elle devait identifier. Bon, mais c'était assez compliqué, parce que je donnais un moment et je disais, quelle photo? Vous avez le paquet d'enveloppes. Et donc, c'était vraiment des photos qui me touchaient beaucoup. Pour donner une idée, il y avait la dernière photo de mes 2 parents avant leur décès, la dernière photo qu'on ait prise où ils étaient ensemble. Et donc, évidemment, elle a tout trouvé, mais dans le désordre. Ah, bah alors. Dans le désordre. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a rien trouvé, du coup. Mais si! Ah non. Et si! Puisque moi, la liste, elle ne la connaissait pas. Ah, la liste, elle ne la connaissait pas. Elle ne la connaissait pas. Okay. Il y avait une liste, il y avait écrit, moi j'avais la liste sous les yeux, dernière photo de mes parents. D'accord. Je prends une enveloppe, elle touche l'enveloppe, elle me dit, c'est la dernière photo de vos parents. Quand on ouvre l'enveloppe, on trouve une photo prise lors d'une balade sur le canal du Midi. Donc en fin de compte, elle avait fait la voyance de votre liste. Voilà, elle a fait la voyance de ma liste, mais pas la voyance des photos. D'accord. Donc c'était quand même une déjà réussite, pas mal. Okay. Mais ça montre que comme toujours en matière de voyance, on arrive à tomber à côté de la cible. Vous dites au voyant, la cible est à droite, et il vous répond, je vois quelqu'un à gauche. Et c'est exact. Là, elle a parfaitement trouvé ma cible, mais pas à propos de la photo que je lui tendais. C'est une voyance réussie à 50% et ratée à 50%? Non, c'est une voyance réussie, mais ce n'est pas l'expérience que j'avais prévue. D'accord. Ok, un peu rebelle, Maud Christen. Oui, mais c'est un peu son caractère, mais elle est très, très sympathique, nous adorons, et qu'elle aussi. Alors, la grande expérience de Maud Christen, c'est ce qu'on peut appeler l'expérience du cirque Medrano. Alors, évidemment, pour comprendre cette expérience, il faut connaître l'histoire du cirque à Paris. Bon, l'histoire du cirque à Paris, c'est une affaire de spécialistes. Il doit y avoir 15 personnes sur Paris qui la connaissent. Donc sachez en 2 mots que le cirque Medrano, c'était un cirque en dur qui se trouvait au bas sur le boulevard Rochechouart, au bas du Sacré-Cœur à Paris, qui était un cirque artiste, qui était le cirque dont les spectacles attiraient des gens comme Jean Cocteau, qui a beaucoup écrit. Donc c'était raffiné. Si vous voulez, c'était pas le cirque tarte à la crème. Et que ce cirque, il a très mal fini,
parce qu'il y a eu des histoires avec le propriétaire du terrain, etc. Le propriétaire, qui était le fils du fondateur, a dû partir. Et resté le bâtiment dont on a voulu faire une taverne bavaroise, n'importe quoi. Finalement, on l'a détruit. Donc, l'histoire du cirque Medrano, c'est une histoire très triste, surtout à cause de sa fin. Et à la place, on a construit un immeuble de rapport. Eh bien, un jour, on a conduit Maud Christin dans une voiture, les yeux bandés, dans un de ses appartements. La seule chose qu'elle savait, c'était qu'elle était à Paris, quoi. Oui, elle était à Paris. Et on lui a dit, que ressentez-vous, qu'éprouvez-vous? Elle a reconstitué toute l'histoire du cirque avec bien plus de détails que ce que je viens de vous en donner. Je l'ai raconté dans un livre, avec tous les détails. Puis elle l'a reconstitué progressivement. Elle a commencé par parler de spectacle. Puis après avoir parlé de spectacle, elle a parlé de rouge et or, qui sont les couleurs Bien sûr, des affiches du cirque, les couleurs du cirque par excellence. Puis elle a parlé de ça, le circulaire. Et puis elle a parlé de la triste fin du cirque Medrano. D'accord. Alors, il faut supposer des complicités. Et c'est idiot de supposer des complicités dans ces cas-là. Parce que, si vous voulez, il y avait eu un tirage au sort de l'endroit sur lequel elle se rendait. Alors, s'il y avait des complicités, il fallait que tout Paris soit rempli de complices qui connaissent l'histoire de la moindre ruelle de Paris. Et ça, c'est très joli parce que, encore une fois, le cirque Medrano, c'est le cirque des peintres, c'était le cirque de Picasso. Et puis, ça a vraiment mal fini. Et peut-être justement que la voyance ne fonctionne bien que quand il y a cet aspect sensible, affectif. Vous vous souvenez tout à l'heure, Omira. Le cirque Medrano, c'est vraiment pas un cirque comme les autres. Et c'est peut-être la raison essentielle du succès de Maud Christin. Des histoires de voyance tellement fascinantes, bien sûr, qui sont à podcaster sur le site internet sudradio.fr. On vous donne rendez-vous demain à 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.